Les avancées des patriotes dits Ouazalendo face aux terroristes du M23, ainsi que la guerre qui oppose le Hamas à l'Israël, ce sont là les deux sujets dont nous allons pouvoir parler dans ce nouveau numéro de votre émission. Madame, Messieurs, bienvenue. Et pour en parler justement, je reçois Monsieur Henri Désiré Nzouzi, que vous connaissez très bien, producteur associé du JT diplomatique et expert en politique étrangère. C'est avec lui donc que nous allons décrypter ce sujet, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Henri. Tout le plaisir est pour moi. Alors je voudrais qu'on dise un mot sur la dernière activité, on va dire, dans laquelle vous étiez impliqué puisque vous étiez modérateur, et qui vient de se clôturer il n'y a pas longtemps. Il s'agit de la 4e édition de la Semaine belge de Kinshasa. Que retenir finalement de cette 4e édition ? Écoutez, la Semaine belge a été instituée en 2018 avec un objectif très très simple, c'est celui de raffermir les liens entre la RDC et le Royaume de Belgique à travers les entreprises et les institutions, les ONG, un moment de partage où notamment les entreprises, qu'elles soient belges ou congolaises, peuvent exposer leur savoir-faire et où il y a des échanges fructueux, des réflexions entre ONG, associations, institutions sur la manière la plus efficace de pouvoir renforcer davantage les liens qui unissent les deux pays. Donc c'était un rendez-vous attendu. Nous avons eu une interruption entre 2020 et 2022 à cause de la Covid. On a repris en 2022, c'était au Pullman, et cette année, retour cette fois-ci à Silicon Village et à Texas Bilembo pour une édition qui est un succès. Quel est son impact finalement? Est-ce que ces genres d'événements peuvent être utiles pour le développement de notre pays? C'est un moment important parce que c'est un moment qui permet tout simplement de réaffirmer tout simplement l'engagement, mais surtout les intérêts bien compris des deux pays dans cette volonté de continuer à cheminer ensemble. C'est un instrument qui permet d'entretenir une forme de dialogue. Les deux pays, je ne vous coupe pas la parole, les deux pays qui ont une histoire commune. Commune, parfois compliquée, mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est surtout un moment de partage et d'échange. Alors très rapidement, je voudrais qu'on aborde le sujet sur la guerre qui oppose le Hamas, ce groupe terroriste islamiste, qui a attaqué l'Israël et en guise de riposte, l'Israël a pu déclencher aussi des bombardements sur le Hamas, sur Gaza notamment. On parle de plus de 3000 morts déjà aujourd'hui. Vous êtes un expert en politique étrangère. Quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase finalement ? Avant de vous répondre, il est quand même vraiment important de revenir sur les repères chronologiques qui ont été d'une certaine manière à l'origine de la création de l'État d'Israël pour comprendre les raisons pour lesquelles aujourd'hui ce conflit n'oppose plus l'État hébreu à des pays arabes, mais à un groupe terroriste. Alors on va revenir d'abord à 1917, déclaration de Balfour, où ce ministre des Affaires étrangères britannique s'engage à ce qu'un foyer de la nation juive s'installe en Palestine. Alors, vous savez, nous sommes à la veille de la première, plutôt vers la fin de la Première Guerre mondiale, et il y a une volonté des Britanniques de s'assurer notamment du soutien de la population juive. Ensuite, vous avez évidemment 1947 avec cette fameuse résolution 181 qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. C'était le 29 novembre 1947, qui établit un État, ou en tout cas qui partage la Palestine en une entité juive, à concurrence de 56% du territoire et 44% pour la partie arabe, donc pour les Palestiniens. La suite, vous la connaissez, proclamation de l'État d'Israël en 1948, et dès 1948, la première guerre israélo-arabe, parce qu'effectivement, lorsque cette résolution est adoptée, les pays arabes la rejettent et promettent de faire obstacle à sa mise en œuvre. Et donc, 1948, ensuite la guerre de Suez en 1956, 1967 avec la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour le 6 octobre 1973, qui, je le rappelle, avait entraîné à l'issue du conflit la démission de Golda Meir, qui était première ministre. Ce qui s'est passé le 7 octobre dernier ressemble furieusement à ce qui s'est passé en 1973. Et puis vous avez eu, évidemment, on s'en souvient,
les accords de Camp David entre l'Égypte et Israël, l'Égypte étant le premier pays arabe à normaliser ses relations. Conséquence, 2 ans plus tard, Anwar el-Sadat est assassiné, mais surtout, pendant 10 ans, l'Égypte est exclue de la Ligue arabe. Ça vous montre le niveau d'engagement des pays arabes en faveur de la question palestinienne et la difficulté effectivement pour ces mêmes pays arabes aujourd'hui, puisque entre-temps, vous l'aurez compris, en 1993, nous avons eu les accords d'Oslo qui, pour la première fois, déplacent le curseur vers la Palestine, tout simplement, vers l'autorité palestinienne, puisqu'on ne parle plus des pays arabes dans leur ensemble, et puis les différentes tentatives pour l'État hébreu, notamment de se rapprocher de certains pays arabes. La dernière initiative en date, évidemment, nous la connaissons tous, elle remonte à 2020 avec les accords d'Abraham, puisque les Émirats arabes unis et Bahreïn s'engagent à pouvoir créer les conditions pour trouver une solution à la question palestinienne. Cela ne fait pas plaisir à tout le monde et crée, vous l'aurez compris, des fractures au sein du monde arabe. Excellente leçon acquise, hein. En tout cas, c'est mais il faut comprendre les ressorts, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça tombe du ciel. Alors, par là, vous voulez dire que ce qui se passe actuellement est intimement lié à l'histoire. Ce qui s'est passé, non seulement lié à l'histoire, mais surtout lié à une forme de radicalisation, j'allais dire, non seulement, de celles et ceux qui considèrent la question palestinienne comme étant prioritaire. En 2006, le Hamas gagne les élections et donc l'OLP, l'autorité palestinienne, et le Fatah sont éjectés de la bande de Gaza. Et depuis 2006, ce sont les terroristes du Hamas qui administrent Gaza. Et dans le même temps, à quoi assiste-t-on côté israélien? Une forme aussi de radicalisation, puisqu'on voit arriver de nombreux partis d'extrême droite autour soit de Netanyahou ou de ses prédécesseurs, ce qui rend les choses un peu plus compliquées, puisque vous avez une sorte de retour en force du sionisme religieux, et vous avez effectivement d'un côté un pays qui a fait de la destruction d'Israël sa priorité dans sa charte, et d'un autre côté, vous avez de plus en plus de gens en Israël qui ne sont pas du tout favorables à une solution de 2 États qui coexisteraient. Alors, qu'est-ce qui peut motiver la démarche du Hamas vis-à-vis de l'Israël? Est-ce qu'ils ont des revendications? C'est une haine atavique. Le Hamas n'a qu'une seule revendication, c'est la destruction totale de l'État d'Israël, ce qui, aujourd'hui, vous l'aurez compris, est inadmissible. Vous savez, nous avons... Pour les États-Unis, par exemple, ça ne se passera pas. Pas seulement pour les États-Unis, pour les personnes qui sont dotées de conscience. On ne peut pas prôner la destruction d'un État, quel qu'il soit. Donc, à partir de là, même au niveau des pays arabes, je veux dire, il n'y a pas unanimité. Certes, il y a des pays comme l'Égypte qui ont normalisé leurs relations. J'ai cité le Bahreïn, j'ai cité notamment les Émirats arabes unis, le Maroc dans une certaine mesure, mais aucun de ces pays n'appelle à la destruction de l'État hébreu. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'il y a eu des erreurs de part et d'autre, incontestablement. Côté israélien, probablement l'illusion que se rapprocher davantage de pays arabes, dans une forme de normalisation, pouvait peut-être les amadouer ou les amener à être un peu plus flexibles sur le traitement de la question palestinienne. Que du contraire, parce que dans le même temps, qu'est-ce que nous avons du côté palestinien? Vous avez une montée en puissance des extrêmes, avec notamment des pays qui sont reconnus à tort ou à raison comme étant des tireurs de ficelles. On pense évidemment à l'Iran, on pense évidemment au Qatar, et vous avez effectivement des instruments, des leviers sur lesquels certains s'appuient, comme le Hezbollah au sud Liban, qui est une milice chiite pro-iranienne, et qui aujourd'hui, vous l'aurez compris, menace d'entrer dans la danse, ce qui est quasiment déjà fait. Alors, il y a certains États qui n'ont pas hésité de réagir, Bien sûr. À l'instar des États-Unis, Bien sûr. qui, on le signale, sont un allié traditionnel, on va dire comme ça, de l'Israël. Tout en rappelant l'importance d'une solution à 2 États. C'est quand même important de le rappeler. Évidemment. Mais est-ce que la réaction des États-Unis a été à la hauteur de l'événement, du conflit? Mais bien sûr, elle est tout simplement conforme aux engagements qui ont été toujours pris par les États-Unis à l'égard d'Israël, et ce, quelle que soit l'administration. Je rappelle que de ce point de vue-là, il y a véritablement une constance. Mais vous n'allez pas demander aux États-Unis d'entrer dans cette guerre comme ça. On sait qu'il y a 2 porte-avions... Et si la crise s'enlise... On n'en est pas encore là. Pour l'instant, nous sommes face à un conflit qui oppose un groupe terroriste à l'État d'Israël, un groupe
État hébreu. Et puis vous avez, c'est vrai, on l'a vu, des manifestations, j'allais dire, de soutien dans le monde arabe, la rue arabe surtout, qui est très sensible à la question palestinienne, mais qui n'a pas toujours tous les éléments d'appréciation. Parce qu'on a quand même basculé dans quelque chose de très particulier le 7 octobre dernier, avec ces massacres sur le territoire israélien. La réaction de l'État hébreu est tout à fait légitime, on peut bien l'admettre, même si l'on peut évidemment au passage déplorer le fait que cela pourra, et nous sommes peut-être à la veille d'une invasion terrestre de Gaza, occasionner davantage de dégâts collatéraux. Alors, dans ce conflit, il y a un pays qui fait parler de lui. Il s'agit de la Russie, qui est citée comme, on va le dire comme ça, au conditionnel, qui apporterait son soutien au Hamas. Finalement, on veut savoir qui tire les ficelles, qui manipule qui. Mais moi, je ne vois pas franchement pourquoi les Russes tireraient les ficelles par rapport au Hamas. Sauf si c'est pour faire diversion par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Mais très franchement, ceux qui sont véritablement en première ligne et qui sont connus pour leur soutien avéré, ce sont les Iraniens, les Qataris et dans une moindre mesure d'autres pays qui souhaitent un affaiblissement, pas forcément une destruction, mais un affaiblissement de l'État hébreu pour y placer leurs pions. Vous savez, ce qui se passe depuis 17 ans dans la bande de Gaza n'arrange pas tout le monde. Puisque vous avez, contrairement à la Cisjordanie, où la situation semble beaucoup plus calme, avec une autorité palestinienne certes affaiblie, mais qui essaye de revenir un peu sur le devant de la scène, mais aujourd'hui, dans le traitement de cette question palestinienne, nous avons malheureusement deux interlocuteurs qui ont tous les deux basculé dans une forme d'extrémisme. Il faut bien le dire. Parce que vous avez eu effectivement une gestion autocratique de la bande de Gaza par un groupe terroriste qui n'a qu'un seul langage, c'est celui de la force, de la violence, avec évidemment dans sa charge, je l'ai évoqué, la destruction de l'État Israël. Et vous trouvez que c'est une approche excessive? Mais non, mais c'est extrémiste. Ça n'a aucun sens. Enfin, vous savez, encore un peu d'histoire, en 1922, il y a eu un accord Faisal Weizmann, un juif et un arabe qui ont estimé que, à l'époque, sur le territoire de la Palestine qui était administré par les Britanniques, suite au mandat de la Société des Nations, qu'il était important que l'immigration juive puisse s'installer dans cette partie de la Palestine parce que ça pouvait enrichir le pays. On n'en est plus là. On a basculé dans autre chose, vous l'aurez compris. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que dans un nouvel dans ordre le mondial, traitement de cette question, il est possible que de bonnes volontés, de belles consciences émergent pour ramener un peu tout le monde à la raison, parce que malheureusement, aujourd'hui, la passion a atteint son paroxysme, malheureusement pour de bonnes raisons, puisque la violence engendre malheureusement la violence, mais il va bien falloir à un moment donné identifier celles et ceux qui pourraient apporter une solution pacifique à ce conflit qui n'a que trop duré. Alors, très rapidement, je voudrais une réponse courte à cette question. Est-ce que cette guerre va-t-elle durer? Parce que celle qui oppose la Russie à l'Ukraine, elle ne s'arrête pas apparemment. Hein. Elle va durer, oui, je crains qu'elle va durer. Vous savez, même si l'invasion se confirme, ce n'est pas ça qui détruira l'idéologie du Hamas. Le Hamas peut être vaincu, mais son idéologie pourrait perdurer. Et ça, c'est peut-être une menace pour l'avenir. C'est maintenant qu'il faut créer les conditions d'un avenir beaucoup plus acceptable, avec des interlocuteurs qui sont en capacité d'écouter. Belle argumentation, Henri Désiré Nzouzi. Je voudrais qu'on parle maintenant de nous, de la République démocratique du Congo. La thématique qui s'affiche à l'écran, je voudrais la citer. Avancée des Ouazalendo, l'EAC ambigu, les États-Unis pour le dialogue. Je voudrais d'abord qu'on suive la réaction du vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, la récente réaction de ce dernier, la récente intervention de ce dernier au Conseil de sécurité. Vous avez les capacités juridiques, politiques et matérielles de contraindre toutes les parties récalcitrantes à mettre intégralement en œuvre la feuille de route issue des processus de Nairobi et de Luanda que vous avez approuvé et d'arrêter par conséquent l'enlisement dangereux en cours dans la crise sécuritaire en RDC. Agissez avant qu'il ne soit trop tard.
tard. Il est temps de dire le droit international, les droits, en sanctionnant l'agression avérée de la RDC par le Rwanda et les crimes du 1-23 sur le territoire congolais, ainsi que les crimes des autres groupes armés. Il est grand temps de hausser le ton en sommant sans équivoque aussi bien le 1-23 de déposer les armes, d'aller au cantonnement des sites prévus à cet effet, de s'intégrer dans les PDDRCS, aussi bien aussi les 1-23 que le Rwanda a retiré sans condition ses troupes du Congo et a cessé son soutien 23. Quant au FDLR, le gouvernement congolais fait à la communauté internationale une proposition simple. Les membres du FDLR ne sont pas des citoyens congolais. Pourquoi le Conseil de sécurité ne peut-il pas concevoir un plan d'éradication des FDLR pour l'exécution duquel la RDC est prête à participer activement? Nous vous tendons cette main-là. Pour sa part, la RDC n'a pas failli à ses engagements. Nous ne cesserons jamais de nous battre pour protéger l'intégrité territoriale et l'indépendance de notre... Alors on vient là de suivre le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, devant les membres du Conseil de sécurité. Il a dénoncé pour une énième fois l'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda. Il a demandé à ce qu'on puisse agir avant qu'il ne soit trop tard. On vient de le suivre. Est-ce qu'il a été entendu, Henri Désiré Nsouci? J'espère, franchement, parce que ce plaidoyer est tenu et défendu par la RDC depuis maintenant quelque temps déjà au Conseil de sécurité, sans que cela n'ait donné lieu à d'avancées concrètes. Ce qui est de nouveau, par contre, dans cette déclaration, c'est la proposition par rapport au démantèlement des FDLR. Espérons que cela trouvera une oreille attentive. Mais encore une fois, les États n'ont que des intérêts. Plaider la cause de la RDC au Conseil de sécurité est une chose, et convaincre des membres qui ont des agendas cachés, qui ont besoin de modifier en permanence leur rapport de force par rapport à des situations au niveau international qui leur sont favorables ou moins favorables, c'est toute la question. Et je serais tenté de vous dire qu'aujourd'hui, à l'aune de ce qui se passe à la fois en Ukraine, en Israël, mais dans une moindre mesure en Azerbaïdjan et en Arménie, parce qu'il y a un conflit qu'on semble oublier également, nos conflits en Afrique restent malheureusement les parents pauvres de la communauté internationale, parce que considérés comme quelque chose de tellement lointain, sauf évidemment lorsqu'il s'agit de revenir à la charge pour les minerais stratégiques. Parce que je rappelle encore une fois, l'ambition de la RDC, au-delà des richesses immenses qu'elle regorge, c'est de se faire respecter. Et cela doit se faire par tous les moyens nécessaires. Et donc, la diplomatie reste évidemment la voie privilégiée, mais il y a un moment où la mission régalienne de l'État doit s'appliquer, doit s'exercer pour préserver les intérêts bien compris du peuple congolais. Les sanctions demandées par Lutundula ne sont toujours pas prises ni annoncées par le Conseil de sécurité. Non. Pourquoi il fait sourde oreille? Écoutez, je crois n'est-ce pas là une preuve de... C'est pas une preuve de duplicité? Je crois que le Conseil de sécurité est d'une certaine manière une représentation à échelle réduite de la communauté internationale avec, bien évidemment, ces divergences, ces différences d'appréciation sur la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Et malheureusement, la RDC... Et pourtant, ils sont en possession du rapport des experts de l'ONU. Ce n'est pas la première fois. Écoutez, moi, je pourrais vous en parler. Moi, j'ai travaillé aux affaires étrangères, j'ai négocié des accords. Et je peux vous dire que ce n'est pas tant le respect de ce qui est écrit, mais c'est la volonté de se pencher sérieusement sur ce qui a été mentionné, noir sur blanc, pour prendre les mesures nécessaires. C'est une question de volonté politique. Et il suffirait qu'au niveau du Conseil de sécurité, 2 membres permanents puissent prendre leurs responsabilités. Il faudrait justement les cibler pour que ce genre de débat puisse avoir lieu enfin, parce que trop c'est trop. Est-ce que ce n'est pas la RDC qui devrait bien évidemment. Redéfinir son approche diplomatique? Probablement.
Alors, je voudrais qu'on parle aussi de ce qui se passe à l'est de notre pays avec les avancées des Ouazalendo qui sont déjà en possession de plusieurs localités qui étaient jadis entre les mains des terroristes du M23. Kishanga, par exemple, a été récupéré par ces Ouazalendo. Ouazalendo qui veut dire tout simplement des patriotes. Mais il y a quand même une attitude qui étonne, celle des troupes de l'EAC qui ont bloqué ces derniers pour qu'ils n'avancent pas vers leurs objectifs. Il y a également les États-Unis qui ont appelé au dialogue, au cessez-le-feu. Comment vous analysez tout ça? Alors d'abord, il faut quand même revenir à l'essentiel. C'est-à-dire que l'EAC s'est interposé pour faire respecter un cessez-le-feu. En l'occurrence, si l'on regarde les prescrits de la feuille de route, évidemment, ce cessez-le-feu, pour l'instant, est observé par les FARDC, bien évidemment. Et donc, on voit, une fois n'est pas coutume, l'EAC s'interposer face à l'avancée des Ouazalendo. On aurait aimé que l'EAC s'interpose face à l'avancée du M23. Par exemple. Chercher l'erreur. Maintenant, je ne vais pas faire de procès d'intention à l'EAC, dont visiblement le mandat arrive à échéance le 8 décembre prochain. Exact. Barreau d'honneur, volonté d'améliorer son image, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que autant la RDC, fidèle à ses engagements internationaux, respecte le cessez-le-feu, autant nous ne pouvons pas empêcher à des patriotes de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour éradiquer la menace. Alors, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, on me signale déjà. À l'heure actuelle, est-ce qu'il faut toujours laisser la place à la diplomatie? Tant que les voies de recours n'ont pas été explorées, n'ont pas été épuisées, oui, malheureusement. Et donc la diplomatie reste l'option idéale? Elle reste une des options sur la table, même si, vous connaissez le dicton, la guerre, c'est la poursuite de la diplomatie par d'autres moyens. Exactement. Voilà qui met fin à cette émission. Je rappelle que j'ai reçu M. Henri-Désiré Nzouzi, il est producteur associé du JT diplomatique et aussi expert en politique étrangère. Merci de votre brillante intervention. Tout le plaisir était pour moi. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Voilà qui met fin à cette émission. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50.